Estuaire du Pléistos en Phocydie, province située à l'est de la Grèce, en bordure du golfe de Corinthe. Un navire crétois termine sa campagne de pêche. Soudain, la vigie appelle ses compagnons pour leur désigner un magnifique dauphin argenté ayant surgi à la proue du bateau. L'animal d'une beauté surnaturelle oblige les marins à le suivre, à l'intérieur des terres jusqu'au petit port de Kyra. Après une courte navigation, quelle n'est pas la surprise des marins de découvrir à flanc de falaise un sanctuaire majestueux dédié à Apollon, dont le dauphin qui les avait guidés est une manifestation. Les marins crétois se trouvaient devant le site de Delphes qui tient son nom de cette légende, et Apollon les y avait conduits pour leur demander d'en être les gardiens. Aujourd'hui, même si les visiteurs restent subjugués par la beauté du site et de son environnement, ils sont loin de l'impression que pouvaient ressentir les pèlerins venant consulter l'oracle de Delphes ou les athlètes participant aux Jeux Pythiques. Imaginez, le site débordait alors littéralement de colonnes, de statues et de petits temples appelés trésors. Quelle était la raison de ce foisonnement ? Les centres religieux comme Delphes étaient de véritables aimants pour la quête du pouvoir à laquelle s'adonnaient les cités grecques. Mais comment pouvaient-ils être à la fois source de conflits et lieux dans lesquels tout conflit était proscrit ? C'est avec l'aide des chercheurs de l'école française d'Athènes que nous allons tenter de lever le voile sur les enjeux de cet étonnant lieu de rencontre de la civilisation grecque. Delphes détenait une position centrale entre l'Attique, gouvernée par Athènes, et le Péloponnèse, régi par Sparte. Niché contre les roches Phédriades, les resplendissantes, le site avait tous les atouts pour que les yeux se tournent vers lui. La légende veut d'ailleurs que Zeus, voulant déterminer le centre du monde, lâcha deux aigles, un du levant et l'autre du couchant. Ils se rejoignirent au-dessus de Delphes et y déposèrent la pierre sacrée, l'omphalos, incarnant le nombril du monde. L'omphalos fut placé dans le temple d'Apollon, censé être arrivé au même moment sur les lieux. À la recherche d'un endroit où s'installer, Apollon aurait posé son char à Delphes, libérant du même coup ses habitants et l'oracle d'un monstre terrifiant nommé Python. Afin d'expier son meurtre, le dieu se serait exilé ensuite pendant 8 ans comme berger, avant de revenir sur les lieux pour y implanter son temple. Une si riche histoire mythologique témoigne de l'importance du site de Delphes.
Cependant, ce sanctuaire, qui fut longtemps considéré comme le centre du monde, faillit demeurer à jamais dans l'oubli, car il fut entièrement recouvert par un village du nom de Castries. Il va y avoir donc ce passage absolument fascinant de Delphes, qui était centre du monde dans l'Antiquité, qui sort de la mémoire des hommes. On oublie jusqu'à la localisation du site de Delphes. Jusqu'au moment où on va s'intéresser de nouveau, mais d'un point de vue archéologique, à Delphes, la destruction du village est un acte de fouille déjà, puisque le village est en partie construit avec des matériaux du sanctuaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce village, en s'installant là-dessus, a complètement protégé le sanctuaire. On doit au village d'avoir pu conserver le sanctuaire dans son état. On installe un réseau de voies ferrées pour évacuer les déblais produits par les maisons à mesure de leur destruction. On a conservé des photographies d'ailleurs assez extraordinaires où on voit les vestiges qui sont là et des maisons qui sont encore debout à l'arrière-plan du paysage. Et en particulier une photo du mur polygonal avec à l'aplomb une maison construite sur le mur polygonal. Ce qui est pour nous un témoignage scientifiquement intéressant et j'allais dire très émouvant aussi, c'est le journal de la Grande Fouille, qui a été tenu donc entre 1892 et 1902. Alors, il y a des dessins de céramique, des dessins de bronze, des dessins d'architecture comme celui-ci par exemple, qui émaillent et qui jalonnent ce journal de la Grande Fouille. Par exemple, c'est là qu'on a quelques-uns des grands moments de la fouille. Par exemple, ici, à la date du 30 mai 1993, où on signale la découverte d'une statue d'Apollon archaïque dont il ne manque que les pieds. Cette statue, c'est un des deux jumeaux argiens, dont on a conservé d'ailleurs une photographie au moment de la découverte. Et parmi les plus grands moments, il y a évidemment la découverte en 1896 de l'Aurige, dont on suit les étapes, puisqu'on commence ici, on est au 28 avril, donc on voit comment s'est progressivement reconstituée la statue de l'Aurige au moment de sa découverte. De la même manière, l'histoire hellène se révèle en progressant étape par étape sur le site. Tout d'abord, le 8e siècle marque la naissance archéologique du culte apollinien. Les premières traces d'offrandes dédiées à Apollon, dont celles retrouvées dans le sanctuaire, remontent à cette période. Les villes se transforment en cités-États indépendantes, dominées par des chefferies claniques ou des ligues aristocratiques. Le site, qui à l'époque a déjà acquis une importance capitale dans le monde grec, est administré par un ensemble de délégués issus de 12 cités différentes, l'Amphictyonie. Ce collège fut créé à l'origine pour gérer les Pythias, concours organisé en l'honneur de la victoire d'Apollon sur Python. Les amphictyons, signifiant ceux qui vivent autour, se retrouvaient 2 fois par an et formaient, sous couvert d'une association religieuse, une véritable institution politique. La première guerre sacrée, au VIe siècle avant Jésus-Christ, est d'ailleurs née de la violation des lois amphictyoniques par le port voisin de Kyra, qui s'arrogea le droit de prélever un péage sur les pèlerins. Il y eut en tout 4 guerres sacrées, qui, bien que toutes issues d'un conflit local, finiront par coûter leur pouvoir aux cités grecques, au profit de Philippe de Macédoine. Au Ve siècle éclatent les guerres médiques, opposant le peuple grec aux Perses, et dans lesquelles se ressentent déjà les rivalités et le manque d'union entre les cités. En point d'orgue à ces rivalités, survient la guerre du Péloponnèse, dans laquelle s'affrontent les principales villes du monde grec. Celle-ci prend fin en 404, quand la flotte athénienne est vaincue par Sparte à Égos-Potamos. À partir de cette période, les cités-États ne cesseront de se livrer des guerres de pouvoir pour obtenir la domination du monde grec.
Cette histoire tumultueuse se lit dans les répliques que se font les cités par le biais des offrandes faites à Apollon. Et cela dès l'entrée de son sanctuaire. Alors, en franchissant cette porte, nous pénétrons dans le sanctuaire, donc dans l'espace sacré. C'est un lieu où vont se réunir un certain nombre d'offrandes qui sont censées remercier le Dieu, lui rendre grâce, l'honorer. En réalité, c'est aussi un champ clos où se poursuivent les rivalités entre les hommes, entre les cités et entre les royaumes. Cette première offrande que nous avons sous les yeux, c'est une offrande des Arcadiens pour célébrer une victoire sur les Lacédémoniens. Donc c'est une prise sur le butin. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec la reconstruction topographique qu'on peut établir, on a ici dans ce petit secteur presque une lecture politique à faire. La base des Arcadiens est érigée après une victoire de 370. Elle est implantée juste en face d'une consécration faite par Sparte pour célébrer sa victoire sur les Athéniens en 404 à Aigos Potamos. L'offrande célébrant la victoire de Sparte est placée juste à côté d'une offrande célébrant une victoire athénienne, celle de Marathon en 490. Au-delà encore, on aura la base du cheval dourien, consécration par Argos d'une victoire sur Sparte. Donc deux bases, une base célébrant une victoire d'Argos sur Sparte, une base célébrant une victoire d'Athènes, et puis pour terminer, cette base lacédémonienne qui vient dire finalement c'est nous qui l'emportons. Cette surenchère, elle est aussi dans les effets recherchés par l'offrande, et il faut bien se rendre compte de l'effet que devaient avoir ces offrandes pour le spectateur. Et on jouait politiquement, on poursuivait politiquement comme ça les rivalités des cités. Le pèlerin était ainsi immédiatement plongé dans l'arène, dans laquelle les cités, par le truchement des offrandes, se livraient un véritable combat artistique, comme un prolongement de leur guerre de pouvoir à l'intérieur de l'enceinte sacrée. À l'amorce du premier tournant de la voie pavée, commence la zone des trésors, ces petits temples construits aussi à titre d'offrande. Une autre catégorie d'offrandes monumentales est constituée par des monuments. Le type le plus connu dans cette catégorie sont les trésors. Les trésors, qui avaient l'apparence des temples, étaient édifiés par les villes pour représenter leur pouvoir politique à l'intérieur de grands sanctuaires comme celui de Delphes. Malgré leur état de conservation, les scientifiques ont réussi à recueillir quelques informations sur le rôle et la provenance de ces réceptacles. Les vestiges de soubassement ont permis d'en dénombrer au moins 11 dans cette zone. Les inscriptions indiquent qu'ils étaient tous attribués à des cités différentes. Construit en l'honneur de la victoire de Marathon, et d'ailleurs sûrement grâce au butin prélevé à cette occasion, le trésor des Athéniens est le seul qui fut restitué par les archéologues au début du XXe siècle. On sait, grâce à la dédicace, que c'est un trésor qui a été offert à l'occasion de la victoire athénienne de Marathon. On lit le nom de Marathon, ici Marathonie, qui a été gravé sur la base. Cette base elle-même, en avant du trésor, portait à l'origine 10 statues qui représentaient les 10 héros éponymes de la cité d'Athènes. On a donc ici toute une scénographie qui est mise en place, qui manifeste dans son architecture et dans sa présentation la puissance d'Athènes. À l'origine, la voie pavée empruntait un itinéraire différent. Elle faisait en effet un coude supplémentaire, bordant le site à droite, au lieu de le couper par le centre comme aujourd'hui, afin d'arriver devant le temple d'Apollon, la pièce maîtresse du site. C'est là qu'étaient rassemblées les offrandes les plus spectaculaires données par les cités de tout le monde grec. Mais d'où venait ce besoin presque compulsif de bâtir des offrandes aux dieux ?
L'offrande faite au dieu signifiait principalement la reconnaissance de son pouvoir divin. Elle signifiait aussi le besoin des mortels d'exprimer leur gratitude envers le dieu pour ses bienfaits et leur envie de continuer de profiter de ses faveurs. On ne peut que supposer, en regardant les luxueuses offrandes, que derrière l'expression de gratitude se cachait aussi l'intense tendance des fidèles à se mettre en avant. Aux heures de gloire de Delphes, ce modeste rocher servait de base à une colonne de 12 mètres, elle-même surmontée d'un sphinx. Offert par les habitants de l'île de Naxos, afin de montrer leur suprématie sur les Cyclades, ce monument inaugure un nouveau type d'offrande, tout en hauteur. La base est augmentée d'un support, sur lequel est placée une statue, ou bien encore un trépied, caractéristique de Delphes et appelé pour cette raison trépied delphique. À Delphes, comme dans tous les grands sanctuaires anciens, le trépied est l'offrande typique des premiers temps de l'Antiquité. Ce type d'offrande avait une signification particulière pour le sanctuaire de Delphes, puisqu'elle était directement en rapport avec l'attribution de l'oracle. Selon la légende rapportée par Diodore le Sicilien, la Pythie était assise sur un trépied, afin qu'elle ne tombe pas dans le gouffre d'où sortait la fumée qui lui inspirait ses oracles. Ainsi, le trépied a obtenu une signification particulière pour l'oracle de Delphes, et il est devenu un symbole du dieu et de son oracle et de l'attribution des oracles. Cette signification symbolique se confirme par l'extension de cette offrande aux trépieds monumentaux, comme le trépied des Platées, que les Grecs ont dédié au dieu pour le remercier de leur victoire sur les Perses. Le trépied des Platées se composait d'une colonne en bronze faite de 3 serpents entrelacés. Leurs têtes se séparaient pour supporter les pieds du trépied en or. Donc ici, on se trouve vraiment au cœur du sanctuaire. C'est ce qu'on appelle dans les inscriptions l'Epiphanestatos Topos. C'est le lieu le plus en vue et c'est là que les grands, les puissants voulaient absolument être vus, être reconnus. On va avoir autour de ce cœur du sanctuaire une forêt d'offrandes qui va se développer. Je parle de forêt parce que ce sont des offrandes qui n'ont pas beaucoup de place au sol pour se développer, qui vont se développer considérablement en hauteur. Tout ça était le plus près possible du temple. Il y avait aussi dominant cet ensemble la grande colonne des danseuses que vous avez vue au musée, qui était juchée sur cette base carrée et qui dominait le tout. La colonne des danseuses est probablement la plus représentative des offrandes delphiques. Trônant sur une magnifique colonne décorée de feuilles d'acanthe, 3 danseuses, aux draperies finement ouvragées, supportaient un trépied qui lui-même servait de base à un chaudron. À l'intérieur du chaudron reposait un omphalos. Cette superposition, sans doute, avait aussi pour but d'aller le plus haut possible. Donc on était vraiment cerné de toutes parts par ces offrandes qui se pressaient autour du temple et de l'autel d'Apollon. En quelque sorte, on rendait grâce aux dieux, mais ce faisant, on voulait se faire voir du monde. L'importance du site de Delphes ne se bornait pas aux offrandes déposées dans le sanctuaire d'Apollon. C'était tout un complexe organisé autour de 2 activités maîtresses, la consultation de l'oracle et les concours delphiques. Appelé Pythie en mémoire du monstre Python vaincu par Apollon, l'oracle de Delphes était célèbre par-delà les frontières. Le pouvoir oraculaire du lieu proviendrait d'une faille dans le sol par laquelle s'exhalaient des émanations gazeuses assimilées au souffle du dieu. Le temple d'Apollon serait construit sur cette faille.
À l'arrière du temple, l'absence de dallage et une légère déclivité du sol ont permis aux archéologues d'y situer ladite tombe, c'est-à-dire l'endroit dans lequel officiait la prêtresse. Véritable institution, la divination était soumise à des règles strictes. Les consultants se massaient à l'entrée du temple d'Apollon, sur la terrasse duquel on aspergeait un animal d'eau afin de savoir si l'oracle était disposé à rendre son office. Mais il y avait des passe-droits. C'est le cas notamment des gens de Kio, qui avaient offert l'autel autour duquel la cérémonie prenait place. On voit une très belle inscription sur le côté de cet autel, en assez grandes lettres, où on lit « Delphoi edokan Kiois promanteien », c'est-à-dire la cité de Delphes a accordé à Kio la promantie. La promantie, c'est le droit de consulter la Pythie en priorité. Donc les gens de Kio qui viennent consulter la Pythie peuvent se prévaloir de ce privilège pour passer devant les autres. Ainsi, les consultants individuels ou mandatés par une cité-État, tout en abandonnant les conflits à l'extérieur du site, venaient prendre connaissance de leur issue. La gloire de Delphes tenait également aux Jeux pythiques qu'elle organisait et qui étaient ouverts à tous les Grecs. En contrebas du domaine d'Apollon et à quelques mètres du sanctuaire de la Marmaria, dédié à Athéna, se trouve le gymnase. Construit vers 330 avant Jésus-Christ, le gymnase est un véritable centre de formation des athlètes en préparation des Jeux pythiques. Il était composé d'une terrasse supérieure, regroupant une galerie couverte, bordant une piste de course. Sur la terrasse inférieure se trouvait la palestre, destinée à l'entraînement des lutteurs, des salles de repos et un établissement de bains. L'objectif de ce complexe sportif était de donner principalement aux jeunes Delphiens les plus grandes chances de remporter les Jeux. En effet, dominant le sanctuaire d'Apollon, culminait le stade. C'est là qu'avaient lieu toutes les épreuves sportives des Jeux pythiques. Son agencement est encore bien visible. Ces trous supportaient les poteaux déterminant les couloirs des coureurs, et une rainure leur servait à positionner leurs doigts pour le départ. Construit dès la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, le stade disposait de 6500 places, preuve de l'importante fréquentation de ces concours qui alliaient à la fois le corps et l'esprit. En effet, le chant, les talents oratoires, l'art dramatique, toutes ces disciplines y étaient présentes au même titre que la lutte, la course ou la boxe. Ces manifestations artistiques prenaient place dans le théâtre situé juste au-dessus du temple. Mais ne nous y trompons pas. Au-delà de leur caractère distrayant, ces Jeux pythiens, nés de la victoire des Amphictyons lors de la première guerre sacrée, était également un moyen de mettre en valeur son peuple. C'était un véritable exutoire aux rivalités. À la fois enceinte religieuse, complexe sportif et lieu de prédiction, il n'est pas étonnant que le site de Delphes ait déchaîné les passions. Les représentants des différentes cités-États y pénétraient en sachant qu'ils devaient sortir leur épingle du jeu. Nous voyons alors que le double visage du site est un reflet de la contradiction de la civilisation grecque. À la fois unie dans les progrès philosophiques, politiques et artistiques, et divisée par les rivalités de pouvoir. Delphes se parcourt comme le livre d'orgueil de cette étonnante civilisation.